et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, premier cours, ou bien deuxième cours concernant le module de technique de recherche. Bon, on va faire bien sûr, je vais vous présenter quelques concepts concernant le premier cours. Vous avez la définition de mémoire, quand vous voyez devant vous. C'est pas la peine de lire. Les trois pôles importants dans une recherche. Vous avez le directeur de recherche, bien sûr c'est le responsable du travail qui correspond ou bien qui représente ou bien un des membres des jurys. Vous avez le thème sujet de recherche, bien le thème choisi pour votre mémoire, les documents nécessaires à la recherche, et on peut ajouter aussi quelques informations, comme par exemple, si on parle par exemple des composants de mémoire. Vous pouvez prendre note. Les composants de mémoire, vous avez bien, c'est pas les composants de mémoire, on a déjà cité les composants de mémoire, mais on parle c'est-à-dire le rôle de l'apprenant ou bien comment préparer un mémoire. Voilà. Bon, pour préparer une mémoire, vous avez bien choisir un sujet, très important, le sujet, bien le thème, et je vous conseille de choisir quelque chose qui est proche de votre spécialité, de votre attention, de votre culture, de votre connaissance, etc. Et c'est pas pêle-mêle comme ça, aléatoire, non. Vous devez bien choisir le thème. Deux, vous avez dégagé une problématique. Bien sûr, d'ailleurs, lorsque vous choisissez un sujet, d'abord, vous allez prendre le temps pour lire, bien sûr, s'il s'agit par exemple domaine de littérature, un roman, bien, vous allez lire et relire plusieurs fois, comme ça, vous allez aussi trouver, c'est par rapport à votre vision, c'est-à-dire la problématique, peut-être sur le sens, au niveau de sens. Par exemple, si on prend par exemple l'œuvre de Camus, de l'étranger, par exemple. Comment vous décrivez, c'est-à-dire selon vous, qui est l'étranger? Est-ce que c'est l'arabe? Est-ce que c'est Monsieur Morceau? Est-ce que c'est qui, à votre avis? L'étranger qui? Euh, voilà, c'est-à-dire, pareil, moi je vous donne juste des exemples. Vous pouvez opter pour une autre, je dirais, un autre sujet, ou bien un sujet politique, ou bien une attitude, une théorie par exemple, etc. Et vous dégagez, essayez de trouver la problématique. Qu'est-ce que ça veut dire la problématique? La problématique, c'est quelque chose qui a, je dirais, selon le travail, je dirais, qui porte des questions, hein, et du doute et des soupçons, par exemple, par rapport au travail, par rapport à l'idée proposée. Selon vous, vous trouvez que il fallait, je dirais, par exemple, il fallait suivre certains, je dirais, méthodes ou bien techniques, ou bien votre vision par rapport à l'auteur, vous trouvez il est éloigné, il est hors du commun, il est imposant, ou bien hors du commun, il est un peu, je dirais, décalé par rapport à je dirais, cette proposition, ou bien je dirais, ce travail, je dirais, élaboré par l'auteur, par rapport à vous, vous trouvez que, c'est-à-dire une sorte de critique, je peux dire que la problématique, c'est quelque chose que vous devez la créer, hein, selon votre attention, selon votre, je dirais, votre vision et votre façon d'interpréter, c'est-à-dire l'œuvre, voilà. Et comme ça, vous dégagez et vous arrivez à élaborer, je dirais, une problématique. D'accord? Par exemple,
Bon, on passe à une autre. Troisièmement, vous avez bien choisir, c'est-à-dire votre encadrant ou bien votre tuteur de mémoire. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes dans le domaine didactique, vous devez choisir un enseignant qui est, c'est-à-dire, dans la spécialité et didactique. C'est pas quelqu'un qui est dans le domaine de littérature, par exemple, littérature ou bien sciences du langage. Non, vous devez choisir selon votre spécialité. Quatrièmement, adopter la bonne méthodologie. Adopter une bonne méthodologie. C'est-à-dire, bien sûr, méthodologie par rapport à la recherche. La recherche, c'est-à-dire ici, l'auteur, il nous propose, bien sûr, il nous conseille l'organisation. L'organisation, vous devez organiser votre travail. D'abord, vous débutez par la problématique, puis vous posez le questionnement et aussi vous passez à l'hypothèse. Et comme ça, vous arrivez à élaborer ou bien former un texte qui soit cohérent et techniquement riche avec des concepts, avec des idées, avec des idées hors du commun. Vous devez éviter le plagiat, vous devez éviter n'importe quelle, je dirais, méthode ou bien qui est... vous devez c'est-à-dire, comment on dirait, si on peut dire, grignoter en vous. Ça, c'est une figure, c'est bien une figure, grignoter ou bien, c'est-à-dire, comment dirais-je, euh, euh, chercher en vous, je dirais, les compétences et les capacités que vous pouvez, à travers ces compétences, c'est-à-dire, comment dire, acharner des informations et comme ça, vous arrivez à, à faire un travail et soi-disant, une introduction ou bien par rapport à votre mémoire et vous passez à d'autres, je dirais, d'autres d'autres catégories concernant le mémoire. Euh, Par exemple, selon, je dirais, mon expérience modeste, je suis arrivé c'est-à-dire à connaître que en lisant énormément et constamment, je dirais quotidiennement, en lisant je dirais, dans des domaines différents, euh, vous arrivez à connaître la langue, vous arrivez aussi à enrichir votre lexique. Je suis arrivé aussi à connaître et découvrir que ce qu'on appelle les astuces et voilà le registre, je dirais, les registres de la langue française. Euh, j'ai constaté que, par exemple, par rapport aux natifs, ils utilisent, je dirais, rarement le registre oratoire. Le registre oratoire, c'est-à-dire, c'est la haut, c'est le sommet de la hiérarchie de la langue française. Alors, par exemple, chez nous, les enseignants de l'université, ils n'ont pas le registre oratoire. Ils ont un registre, je dirais, soutenu et je dirais soutenu et même, je dirais, comment dirais-je, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur des natifs. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est entre parenthèses, je ferme la parenthèse. On a cité adopter la bonne méthodologie, d'accord? On a dit que, c'est-à-dire par rapport à l'organisation. Maintenant, vous avez commencé la recherche de documentaire. Maintenant, vous allez procéder à votre recherche. Bon, ici, je voulais juste vous montrer quelque chose. Par rapport à vos recherches, n'oubliez pas et négligez pas, c'est-à-dire les références. Parce que les références sont utiles lorsque c'est-à-dire vous arrivez à la clôture de votre travail. C'est-à-dire lorsque vous entamez la recherche, pour ne pas perdre de temps, chaque recherche, vous allez, par exemple,
la initier par une page. Hein. Par exemple, un concept, une page. Tout dépend, c'est-à-dire la quantité d'informations. Et à la fin, vous allez clôturer cette information numéro un par une référence en bas. En bas, c'est-à-dire le pied de la page. Et vous passez à la deuxième page, à une autre information, et ainsi de suite. Comme ça, lors de votre, je dirais, rédaction de votre travail, vous n'allez pas, comment dirais-je, fourvoyer, vous vous trouvez perdu comme ça à chercher, c'est-à-dire les ressources bibliographiques, etc. Comme ça, le travail je dirais, sera allégé et perfectionné. Voilà. Septième et dernier point, sixième, pardon, c'est rédiger une ébauche, c'est-à-dire un plan. Une ébauche, c'est-à-dire un travail, un brouillon. Bien sûr, vous allez procéder par le brouillon, c'est tout à fait normal. Comme ça, pour voir, c'est-à-dire si au niveau lexical, au niveau de la syntaxe textuelle, pragmatique, même sémantique et linguistique, tout, vous devez, je dirais, bien l'analyser. Comme ça, votre travail sera, je dirais, digne et à la hauteur. Voilà. Septième point, c'est passer à la rédaction de votre œuvre. C'est la dernière étape. Lorsque vous arrivez, je dirais, à écrire votre mémoire, à la fin, c'est-à-dire, on parle du brouillon. À la fin, vous procédez à la rédaction. Ça c'est je dirais, juste une entrée. Maintenant, on a parlé, je crois, de la définition de mémoire. Vous avez les trois pôles importants dans une recherche. Le directeur de recherche. Moi, je vous conseille de faire pour ces textes un résumé. Par exemple, si vous avez le mémoire, la définition, vous devez connaître que le mémoire de recherche, c'est un travail écrit, effectué sous la responsabilité d'un enseignant universitaire, mais il est écrit à préalable par un apprenant, d'accord? Mais il est visé, il est contrôlé sous la directive, je dirais, d'un enseignant de recherche, bien, de mémoire. C'est un travail personnel et original, évitez, voilà. Essayez de mémoriser pour c'est-à-dire, gagner du temps. Et je vous conseille aussi, lorsque vous avez des textes qui sont lents, vous gardez juste le titrage, hein, vous essayez c'est-à-dire lire je dirais, la première vue, c'est de lire et résumer. Le résumé, c'est très important. C'est très important dans je dirais, votre vie, c'est-à-dire, et c'est-à-dire, votre quotidien et votre cursus d'enseignant. Voilà. Vous avez les documents nécessaires à la recherche. Exemple, dans le domaine des interactions verbales, on classe le FLE, les auteurs de référence pour son travail de recherche, graduation, etc. etc. Les normes conventionnelles de rédaction, introduction, vous avez exemple de titre, expérimentation, voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire ici, on va procéder au travail sur l'ordinateur, ou bien sur le PowerPoint, d'accord? Sur le logiciel du Microsoft, alors vous devez avoir je dirais, au moins avoir une idée sur le travail. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire les élèves, les étudiants qui n'ont pas, je dirais, un PC, essayez dès maintenant d'utiliser, c'est-à-dire de procurer un, parce que c'est très important lors de votre présentation à votre mémoire, parce que vous allez le lier à ce qu'on appelle le data show, et comme ça vous trouvez, si vous travaillez en binôme, alors vous devez avoir un PC. C'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire, pardon, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour les deux. Si vous travaillez en binôme, c'est bien la situation de nos étudiants, c'est difficile. Et voilà, hélas, malheureusement. Mais si vous travaillez en binôme, si votre camarade il a je dirais, les moyens, vous avez un seul PC, ça suffira.
Bon, et ici, dans les normes conventionnelles de rédaction, il nous montre, par exemple, les normes, je dirais, voilà, les normes de présentation matérielle de tout travail de recherche codifie en détail l'apparence que doit avoir le travail une fois achevé. C'est-à-dire l'apparence, le calibrage, par exemple, la police d'écriture, les interlignes, les sous-titres. Voilà, voilà, vous avez expérimentation, par exemple, elle concerne, il faut reprendre le mot expérimentation. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Ici, par exemple, je vais lire le papier. Le papier doit être blanc, c'est-à-dire en format A4. Et ça y est, le 80 mg, ça, ça n'a pas d'importance. Mais vous pouvez avoir des questions dans l'examen par rapport à ça, hein. Par exemple, il vous demande de citer, je dirais, l'ensemble des normes de conventionnelles de rédaction. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par exemple, procéder, par exemple, à citer, par exemple, le papier. Vous devez connaître, c'est-à-dire le poids, 80 mg, format A4. Le texte doit être écrit seulement recto, c'est-à-dire, c'est pas recto verso, sur une seule face. Type de caractère, la police de caractère utilisée doit être une taille 12 points caractère standard, taille romain. Ça, c'est le plus réputé, je dirais. Celui-là n'est pas utilisé. Ça, c'est vous devez les mémoriser. Puis passer jusqu'à la mise en page. Vous avez là les marges de justification, interligne et paragraphe. Lors de votre travail sur le logiciel, comme ça, vous allez d'une façon machinale, vous allez retenir ces, ces différents, je dirais, composants comme ça. Vous allez comment dirais-je, vous allez les introduire de façon automatique et vous habituer. Mais ici, c'est un travail, je dirais, mémorisation. Mais comment dirais-je, vous utilisez comment dirais votre intelligibilité et voilà, le résumé, c'est ça. Vous avez les abréviations, vous avez les styles impersonnels. Bon, maintenant on passe à un autre cours, règles conventionnelles pour la présentation de mémoire. Avant ça, j'aimerais bien partager avec vous quelques informations. Bon, on a, par exemple, on a répondu sur la question qu'est-ce qu'un mémoire. Vous avez les trois pôles importants dans une recherche. Vous avez le directeur de... On a cité ça, c'est pas nécessaire. Un, voilà. Fonctionnel. Bon, maintenant, présentation, je dirais, règles conventionnelles pour la présentation de mémoire de recherche. Bon, vous avez la présentation matérielle générale, le mémoire de recherche, licence ou master 2, se présente matériellement de manière suivante. 1. Les pages liminaires, la page du titre, le titre, je dirais, de mémoire, d'accord? Vous avez remerciements et dédicaces, un sommaire. On a cité tout ça dans la vidéo précédente. C'est pas nécessaire de les revoir, d'accord? On va essayer de voir quelque chose de nouvel. Ça c'est pas nécessaire. L'avant-projet. L'avant-projet d'un mémoire. Démarche à suivre. L'avant-projet d'un mémoire, c'est une ébauche, d'accord? Pour établir cet avant-projet, la démarche suivante doit être mise en œuvre. Choix du thème, sujet de la question recherche, choix d'un paradigme scientifique, théorie par exemple pour l'étude de l'écrit. Paradigme, c'est-à-dire le thème scientifique et théorique, par exemple par les études de l'écrit cognitivisme.
Cognitivisme, d'accord. Documentation, collecte des données, choix d'une procédure, exploitation des données, choix d'une démarche, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a? Application, vous avez une application, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'un paradigme théorique? Bon, si vous avez la question, qu'est-ce que ça veut dire un paradigme théorique? Il faut savoir que chaque domaine de recherche possède, euh, et il s'inscrit dans les théories instituées et méthodes éprouvées. L'étudiant chercheur doit par conséquent les connaître avant de s'engager dans sa propre recherche. Il doit lire ce qui a été déjà écrit concernant le sujet qu'il a choisi pour comprendre dans lequel optique théorique doit s'inscrire la recherche, parce qu'il n'existe pas de recherche qui puisse émaner du néant. Ça, c'est une célèbre émaner du néant, célèbre expression. C'est-à-dire que chaque recherche a une source. Voilà. Chaque recherche s'inscrit systématiquement dans le prolongement des études antérieures sur le sujet, ce que confirme Berabeuf dans la citation suivante. On appelle tas de la question, etc., etc., etc. Bon, les structures du paradigme théorique, le cadre théorique sert à formuler, analyser et à évaluer la question de recherche et les hypothèses ainsi que le choix et outils de recherche qui aident à aboutir à des résultats à travers l'analyse quantitative et qualitative des données obtenues. C'est-à-dire que le cadre théorique sert à formuler et à analyser et évoluer. Le cadre théorique est nécessaire pour l'analyse et pour l'évaluation des questions de recherche et hypothèses. C'est ça le cadre. Le cadre théorique, ici, on parle de quoi? On parle de la partie théorique, partie pratique. Partie pratique, si on peut dire, vous trouvez, c'est-à-dire le concept de paradigme théorique et c'est ça, on est dans la théorie. Et la pratique, voilà. Ici, l'auteur, il nous montre, c'est-à-dire, ou bien il explique comment le déroulement, je dirais, de la partie théorique. Voilà, vous avez aussi exemple d'un cas théorique. Ça, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Vous avez ici un autre, je dirais, un autre cours par rapport à l'enquête. Vous avez le questionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire un questionnaire? Un questionnaire, il englobe plusieurs questions. Hein? Lorsqu'on dit questionnaire, c'est-à-dire vous avez au-dessous plusieurs questions. Bon, l'enquête, vous avez par exemple outils de recueil de données. Les outils de recueil de données sont nombreux, mais le choix de tel ou tel outil dépend de plusieurs paramètres. Le paradigme théorique choisi, la spécificité du thème, le type de données recueillies, le public visé, les moyens disponibles pour adopter tel ou tel outil. Bon, moi je vous conseille d'être présent et ponctuel par rapport à vos cours. Comme ça, vous aurez, je dirais, parce que la présence, elle est notée, l'assiduité, elle est notée également. Et le professeur, l'enseignant, il voit tout, il voit tout. Alors, même si vous faites, je dirais, votre travail est modeste, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut avoir la quiétude envers votre enseignant. Et l'enseignant, il n'est pas pour, je dirais, pour vous anéantir, vous démolir. Non, au contraire, il est pour vous aider dans votre quête, mais il faut montrer, il faut lever la main et participer. Parce qu'un élève qui ne interagit pas, il se contente juste de voir, même s'il a des bonnes notes, je pense que il n'a pas, je dirais, il ne veut pas montrer c'est-à-dire prendre l'initiative ou bien de parler ou de voilà. Alors, il reste toujours dans cette timidité, même s'il est un bon élève, il reste toujours dans cette je dirais, attitude un peu, je dirais, renfermée, et il a toujours, voilà, peureux, il hésite, voilà. Ça, c'est normalement quelqu'un qui fait des études ou bien dans la langue, il se base sur l'oral. Voilà, il doit avoir à préalable des informations ou bien des choses qui le poussent à être, je dirais, vigilant
et prendre la parole. Voilà. Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai remarqué, et vraiment, j'étais intrigué par des gens qui ils ont un potentiel magnifique, des notes. Ils ont vraiment, ils ont le niveau, mais ils ne parlent pas. C'est vraiment, je dirais, agaçant. Bon, maintenant, on passe, je dirais, à notre cours, le cours concernant la question fermée et question ouverte. Vous avez eu ça en deuxième année. Ça, c'est une rediffusion, ou bien, voilà, pour ce cours. Question fermée, ici, vous avez un modèle. Hein. La question fermée propose un choix limité de réponses, oui, soit oui ou bien non. Toujours des fois, je dirais, des fois jamais, d'accord, pas d'accord, convient, ne convient pas. C'est-à-dire, ça, c'est l'élocution utilisée dans ce genre de questions. Ne convient pas à l'enquête doit cocher la réponse qui la convient le plus. Ces questions proposent des réponses non spontanées. Elles permettent néanmoins de faire une analyse quantitative et réponse des enquêtes. Exemple, depuis combien de temps enseignez-vous? C'est-à-dire, par rapport aux questions fermées, vous avez des choix. Hein. Vous avez trois choix. Plus, moins ou bien. Par exemple, ici, ici la question c'est par rapport à l'enseignement. Question donnée à un enseignant. Depuis combien de temps vous enseignez? Bien, enseignez-vous le français? Depuis 20 ans, moins 10 ans ou bien moins. C'est-à-dire, c'est le choix donné au professeur pour répondre. Question au choix multiple. La question au choix multiple permet de réponses indifférentes. Exemple, quels sont les avantages de l'utilisation de rétroprojecteurs pendant l'activité d'expression écrite? Choisissez deux réponses. Le rétroprojecteur, choisit le data show. Remise de phrases dans l'ordre pour reconstitution de paragraphes. Ici, il vous donne des choix. Hein. Et aussi, il vous donne des choix. Quels sont les avantages d'utilisation de... D'accord. Choisissez deux réponses. Vous devez choisir deux réponses entre les cinq. Questions échelle, les questions échelle permettent de nuancer les réponses des enquêtes sur une graduation. Exemple, euh, que pensez-vous de l'introduction des articles de presse comme support didactique en classe? Écoutez, les questions, vous devez, c'est pas vous devez pas mémoriser ce genre de questions et c'est-à-dire les refaire dans je dirais, votre feuille de réponse. Non, vous devez au moins utiliser une autre forme de question, mais à la base, ils ont, je dirais, vous respectez les normes, les normes. Dans cette question d'échelle, vous avez aussi des propositions, pas du tout d'accord. Elle est figée, cette question. Vous devez toujours mémoriser ça. Lorsqu'il s'agit de questions échelle, vous devez d'abord donner votre exemple. Hein, vous devez donner votre choix. Pas du tout d'accord, pas vraiment d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Hein. L'essentiel, c'est il se base sur, il se base sur ça. Attendez, je vais utiliser. Oui, voilà, il se base sur. Non, il se base sur cette question. Vous devez. Oui, voilà, il se base sur cette question. Comment je vais faire? Bon, c'est bon. Maintenant, on va passer à une autre question. Maintenant, vous avez question classement. Parce que les questions, il y a, on a cité fermé, multiple, échelle. Maintenant, on est arrivé classement. La question classement permet de classer dans l'ordre d'importance des réponses des enquêtes à une question donnée. Exemple, quelles sont vos matières préférées? Classez les matières suivantes selon celles qui vous motivent. Français, mathématiques, histoire, maths, etc. Ça, c'est la question de classement. Questions ouvertes. Les questions ouvertes donnent plus de liberté à l'enquête pour répondre. Elles permettent de recevoir des réponses plus riches, plus claires, plus nuancées. Exemple, à votre avis, comment peut-on appliquer efficacement l'approche par les compétences et contextes algériens? Alors, bon, c'est ça l'ensemble des questions. On a dit fermé. Vous avez fermé. Voilà. Merde. Fermé. Vous avez multiple. Vous avez échelle.
et puis vous avez classement, et enfin vous avez ouvert. D'accord? Maintenant, les composants d'un questionnaire. On passe à un autre concept, les composants des questionnaires. Lorsqu'on prépare un questionnaire, on doit commencer par une introduction qui explique l'objectif du questionnaire et les personnes concernées par ce questionnaire, apprenants, enseignants, formateurs, inspecteurs, etc. Euh, je vous conseille vraiment c'est-à-dire d'être présent et ne pas rater. Concernant les gens qui travaillent, il peut contenter sur ces vidéos que je suis en train de présenter, sont utiles, hein. Vous devez voir et revoir plusieurs fois pour que vous arrivez à les digérer et les saisir. Bon, on a dit quoi? On a les composants d'un questionnaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Les phrases renforcement. Non. L'entretien, vous avez l'entretien. Non, directive, semi-directive, directive, remarque. Si on peut lire juste un petit peu, les composants d'un questionnaire, lorsqu'on prépare un questionnaire, on doit. Ça, ce sont les exigences. Commencez par une introduction, hein. Présenter une fiche d'identification, numéroter les questions, etc. Les questions doivent être claires, syntaxiquement en complexe. Ça, c'est-à-dire les normes à suivre pour élaborer ou bien former des questions. Éviter les questions interro-négatives. Puis vous passez à les phrases remerciements et à la fin du questionnement. D'accord? Puis vous avez l'entretien. Il s'agit ici de poser un certain nombre de questions à un apprenant ou un enseignant. Vous avez le nom directive. Dans cet entretien, l'enquête est totalement libre et parler d'un sujet précis. Vous avez semi-directive. Dans cet entretien, l'enquêteur pose des questions et intervient pour recadrer. Directive. Dans ce cas, les questions sont fermées et précises, etc. Remarque. Les enquêteurs doivent être en général entre 6 à 12 et l'enquêteur doit éviter le biais d'observation, etc. D'accord? Vous devez mémoriser parce que vous n'avez pas un autre choix. C'est ça. Parce que moi, mon conseil à des gens bien des étudiants qui travaillent, ils veulent obtenir la licence. Et mes amis, la licence, c'est quoi? C'est un travail, hein? C'est pas quelque chose que vous allez trouver, vous allez l'acheter. C'est pas un produit. C'est l'assiduité, c'est l'information, c'est beaucoup de choses. C'est être éveillé ou bien être, je dirais, vivant, tout, bien, c'est pas si. Je voulais dire que c'est-à-dire être éveillé des nuits et des nuits, hein, ce qu'on appelle les nuits blanches. Hein, je sais pas si vous connaissez ça. Il y a voilà, il y a tout un travail, c'est pas donné à tout le monde, hein. Et maintenant, on passe à ce qu'on appelle deuxième. Bon, on est arrivé au deuxième semestre, d'accord? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport au premier semestre? On a constaté que le premier semestre, il est basé sur quoi? Il est basé sur la définition de mémoire, hein? La définition de mémoire, bien sûr. Il est basé sur, lorsqu'on dit la définition de mémoire, donner la définition de mémoire, et aussi la définition de master, pardon, et même vous ajoutez la définition de l'exposé, et je peux vous lire si vous me donnez un petit temps. Attendez une minute. Voilà, voilà, attendez, oui. La définition de mémoire, premier semestre, vous aurez une définition de mémoire. Bon, je vous ai dit la dernière fois dans un de mes cours concernant les PDF et les écrits. Et voilà, moi je fais pas parce que je ne sais pas comment faire, je n'ai pas le temps, parce que je sais que c'est fatigant. Alors moi je me contente juste d'utiliser, c'est-à-dire d'expliquer. Et en même temps, il y a une astuce. Vous devez activer les sous-titres. Comme ça, les sous-titres, vous entendez, en même temps, vous allez lire. Concernant, je dirais, des définitions, moi, je vous donne des définitions, c'est pas pêle-mêle comme ça de ma tête. Je suis en train de vous lire les documents maintenant, hein, en fur et à mesure.
Et quand les gens qui veulent des manuscrits, ils vont juste faire des copies, comment dirais-je, copier, pour prendre des notes je dirais, ce qu'on appelle le sous-titrage. D'accord? Définition de mémoire. Deux points à la ligne. C'est l'aboutissement d'un travail individuel effectué par l'étudiant et sous la directive d'un directeur de mémoire et qui doit être évalué lors d'une défense orale ou une soutenance de mémoire. Bon, je pense que le son est clair, les mots sont lisibles et tout est clair, même les sous-titres. Dans le sous-titre, vous allez voir, je dirais, ça c'est le nécessaire. Bon, point à la ligne. La soutenance, définition de soutenance. C'est une science qui permet à l'étudiant de défendre ses opinions sur un sujet donné. Ainsi, il peut démontrer sa capacité de résoudre des problématiques. Voilà. Point. Maintenant, vous avez définition de exposé. Deux points à la ligne. C'est un développement explicatif, écrit ou oral, de quelque chose et aussi c'est un travail de recherche. Point. Point à la ligne. Le mémoire et l'exposé. Deux points à la ligne. Ce sont deux travaux de recherche qui tournent autour d'une thématique dont le but d'expliquer et d'éclairer un point de vue ou un élément dans lequel le doute s'installe. Point. D'accord? Ça, c'est l'importance. Bon, on a parlé du premier semestre. Vous allez, vous allez rencontrer beaucoup de choses. Ça, c'est un cours pour les gens qui travaillent, qui n'ont... Voilà, moi, je veux les aider. Définition de problématique. Deux points à la ligne. C'est un écart qui existe entre ce que je sais et ce que je voudrais savoir à propos d'un phénomène. Point à la ligne. Le problème de recherche se constitue à partir d'un constat. Vous mettez constat entre deux parenthèses. Qui ouvre et provoque un problème, puis passe à poser une question ou des questions de recherche et arriver à des hypothèses. Voilà. Point. Maintenant, les étapes de problématique. Deux points à la ligne. Vous avez constat, problème, question, hypothèse. D'accord? Type de problématique. Deux points à la ligne. Vous avez un problème pratique. Un. Ça, c'est un problématique. Problème pratique. Exemple. La condition socio-économique des familles monoparentales. Point. Monoparentales, c'est-à-dire les parents qui vivent seuls, soit le père ou bien la mère, qui occupent des enfants, ils s'occupent des enfants, de leurs enfants, sont la présence du père ou bien de la mère. Voilà. Deux, vous avez problème empirique. Entre parenthèses, empirique, ça veut dire expérimentation. Deux points à la ligne. Lorsqu'il y a un manque de connaissances, permet de faire une expérimentation. Ça, c'est la définition. Exemple, l'importance de la chanson française sur l'amélioration des gens, bien des étudiants. 3. Problème conceptuel. Définition qui concerne la définition adéquate des thèmes. 4. Problème théorique, c'est-à-dire expliquer le phénomène ou l'évaluation d'une théorie explicative. Exemple, les causes de l'inégalité entre les êtres humains. On est arrivé à 39 minutes. Maintenant, l'hypothèse, définition, c'est une proposition
qui vise à fournir des explications vraisemblables d'un sujet et qui doit être contrôlé par l'expérience. Point. Ça, c'est la définition de l'hypothèse. Si vous avez comme question. Attendez une minute. Bon, questions fermées, les questions, d'accord? Fermez tous les genres de questions. Je vous donne des exemples. Par exemple, les questions fermées. Exemple, le sport est-il bénéfique? Point d'interrogation. Puis question fermée. Question ouverte. Qu'est-ce qui rend le sport bénéfique? Point. Maintenant, un autre concept. La définition de méthode. Qu'est-ce que ça veut dire méthode? C'est une démarche scientifique utilisée par les chercheurs, avec, je dirais, avec des bases, entre parenthèses, raisonnement logique. Méthode expérimentale, les méthodes de recherche, entre parenthèses, en sciences humaines. Vous avez méthode expérimentale, 2 points à la ligne. Elle vise à étudier l'effort de là où les variables indépendantes. Sur les variables dépendantes. Je répète, méthode expérimentale 2 points à la ligne. Elle vise à étudier l'effort de là où les variables dépendantes sur les variables indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ce qu'on appelle le phénomène variable indépendante, variable dépendante. Bon, par exemple, on donne un exemple pour comprendre. Vous avez A, variable dépendante, B, variable indépendante, 3, vous avez variable étrangère. Exemple. Bon, on va donner, selon cette, je dirais, cette énumération, A, par rapport aux variables dépendantes. 2 points. Exemple, une plante qui souffre de croissance. Point. C'est une variable dépendante. B, variable indépendante. Soins administrés à cette plante. Les soins administrés à cette plante, par exemple. C'est une variable indépendante. C, variable étrangère. Arrosage, exemple, arrosage aléatoire à cette plante. Bien sûr qu'il va nuire à sa santé, etc. Bon, on est arrivé où la méthode de l'enquête, 2 points à la ligne. On a défini l'enquête, non? Non, on a défini la méthode. Maintenant, on va définir l'enquête, 2 points à la ligne. Se base essentiellement sur langage et sur certaines techniques de recherche, à savoir 2 points. Vous avez le questionnement, l'entretien et le sondage. Ça, c'est par rapport à l'enquête. Point à la ligne, vous avez la méthode de l'enquête. Dans la méthode de l'enquête, vous avez le rôle du chercheur. 1. 2. Vous avez le but de la méthode. 3. Vous avez le contenu de la méthode. 4. Vous avez le fondement de la méthode. 5. Donner des exemples pour chaque méthode. Point. Type de la problématique. Les types de la problématique. Bien sûr, on a cité tout à l'heure, je crois, les différents... attendez une minute. On a cité les étapes de la problématique. Il faut pas confondre. Hein. Il y a une différence entre les étapes et les types. Ce n'est pas la même chose. Les types de la problématique. Vous avez 1. La théorique, conceptuelle, expérimentation et pratique. Maintenant, les composantes d'une problématique. Vous avez 1. Le thème. 2. Problème. 3. Les théories et les concepts. 4. Vous avez la question. 5. Les hypothèses. 6. Vous avez la méthode. Et 7. Vous avez la référence. D'accord? Maintenant, remarque. 2 points à la ligne. Il y a un rapport de cause entre ce qu'on appelle variable dépendante et variable indépendante. Point à la ligne. Le rapport de l'expérimentation est un rapport de cause, variable indépendante. D'accord? Ça, il va définir. Maintenant, corpus. Définition de corpus. Qu'est-ce que ça veut dire corpus? Il désigne un ensemble de documents sur lesquels porte l'étude. Point. À la ligne. C'est le matériau de base et le support principal à la recherche. Point.
à la ligne. Le corpus qui permet de déterminer la nature et le cadre de l'étude. Point. Le choix du corpus doit respecter les trois critères. C'est-à-dire par rapport au corpus, le corpus se base sur trois critères. Vous avez un, la pertinence, deux points, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport au sujet choisi. Deux, vous avez la cohérence, deux points, qu'est-ce que ça veut dire? C'est entre les différentes parties qui forment le corpus. Et trois, vous avez la consistance d'un corpus et favorable pour l'étude. Parce que l'écriture est un peu lisible. Ça, c'est l'essentiel. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle l'avant-projet. Qu'est-ce que ça veut dire l'avant-projet? Deux points à la ligne. C'est une ébauche, entre parenthèses, un brouillon de réalisation d'un travail de recherche. Point à la ligne. Le mot projet indique qu'il ne s'agit pas de réalisation ou de l'actualisation de la recherche. Les types à réaliser pour l'avant-projet. Bien, les étapes à réaliser pour l'avant-projet, deux points à la ligne. Vous avez l'introduction, hein? L'introduction, deux points à la ligne. Vous avez c'est-à-dire des sous-titres, hein? Deux points à la ligne. Vous avez choix du sujet à la motivation et la motivation. Deux, vous avez formulation de problème. Trois, vous avez énonciation de l'hypothèse. Vous écrivez A, B, C, c'est mieux. Ça, c'est du sous-titre. Ça, je répète, l'introduction, on a dit que ce qui se compose de deux points à la ligne. A, choix du sujet. B, formulation. C, énonciation, etc. Maintenant, donc, deux, construction de cadre opératoire. Deux points à la ligne. Vous avez la partie conceptuelle, c'est A. B, partie travail sur le terrain. Et C, vous avez choix de la stratégie de la vérification. Et 3, vous avez présenté la théorie sur laquelle on se base. Et quatrième élément et dernier élément, construction et présentation de la bibliographique. Point. Écoutez, le mot, on a terminé le premier semestre. Moi, je vous garantis, mes amis, que celui qui me suit, il va avoir la bonne note. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de l'assiduité. Hein, comment dirais-je? Voilà, c'est la régularité. Hein, je suis rigoureux, comment dirais-je, avec l'explication, et même je vous donne des informations que même votre enseignant, il peut pas, c'est-à-dire, je dirais pas, il peut pas, mais il n'a pas le temps de vous donner et vous parler de tout. Mais c'est dans ce cours, je crois que vous trouvez, ou bien la majorité des cours, vous trouvez l'essentiel, le noyau c'est-à-dire l'essentiel de l'information, des informations cruciales. Et voilà, je conseille à tous les étudiants qui ont un niveau faible, ils trouvent, ou bien qui veulent continuer leurs études. Et c'est pas, ils sont gênés par un travail, par les horaires de travail, ils peuvent pas venir, je dirais, quotidiennement, sauf le jour de l'examen. Alors, c'est voilà, suivre des cours sur YouTube, c'est très très important. Et moi, ce que j'ai remarqué chez la majorité je dirais, des youtubeurs dans ce domaine, on l'explique d'une façon, je dirais, technique, et aussi, elle n'a rien à voir avec, je dirais, l'enseignement proposé à l'université. Par exemple, ils ne proposent pas des programmes, ils n'ont pas le programme, hein. Ils donnent, voilà, par exemple, si quelqu'un, bon, je sais bien qu'ils sont, je dirais, ils ont le talent, ils ont la langue, voilà, un tableau, voilà, il prend un livre, ou bien, je sais pas, un anal, voilà, il se lance comme ça, mais
est-ce qu'il nous propose c'est-à-dire il nous donne un programme, je dirais, de telle ou telle université? Non, moi j'ai pas vu ça. L'essentiel, moi je vais pas étaler. Je vous remercie infiniment. Je pense que par rapport au premier semestre, on a parlé de tout, on a parlé de tout, on a évoqué tous les, je dirais, ce qui est programmé. Et si ici il manque quelque chose, il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez bien que ce sont des cours, je dirais, amateurs, ce ne sont pas des cours professionnels. Il faut bien aussi comprendre. Et rendez-vous pour la prochaine fois, le second cours, oui, le second cours par rapport au S2, d'accord? Allez, bon courage.